de la semaine francilienne de la donnée. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir à l'Institut Paris Région après toute la très riche journée d'échanges hier au Conseil régional. On a conçu et organisé cette semaine conjointement entre la région et l'Institut Paris Région, qui évidemment travaille étroitement avec Bernard et moi et toutes nos équipes. Avec un grand merci à Antoine Carrette. C'est pas à moi de te remercier, c'est à ton patron. Mais bon, en l'occurrence, on a été ravis de travailler avec toute l'équipe. Et puis, merci beaucoup à Laurie, à toute l'équipe du DSI et de l'Institut pour ce très gros travail. Les données, c'est le cœur du métier de l'Institut Paris Région, vous le savez. J'en ai fait une priorité depuis que je suis arrivé comme directeur général en juillet dernier. Et donc, ce moment est vraiment pour nous important pour parler de ce qu'on fait. Pour réfléchir ensemble avec un collectif d'acteurs, parce que la force de l'Institut Paris Région, c'est de pouvoir être au service d'un collectif d'acteurs publics régionaux. Et cette question de la donnée, elle est tout à fait centrale. On a un programme très riche aujourd'hui. On va parler justement aujourd'hui de cette question de l'échelle régionale dans l'accès aux données. On aura ensuite un atelier très important sur la dimension européenne de cette question, puisque ça bouge beaucoup et on a vraiment besoin d'anticiper en ayant vraiment conscience des mutations de la réglementation européenne qui vont être tout à fait structurantes dans les années qui viennent. Et puis ensuite cet après-midi, on aura une réflexion sur la question. Avec Bernard, on a intitulé cette semaine aux data citoyens, parce qu'on pense que dans cette transformation, le citoyen est vraiment central, et on en aura une illustration concrète cet après-midi sur la question de la mobilité. Et puis ensuite, on pourra parler de data visualisation. Le rapport entre données et débat public. Le rapport au citoyen, il passe par la manière dont le citoyen peut s'approprier, lire, comprendre la data à travers la data visualisation. Et il y aura un débat et vous pourrez découvrir aussi l'exposition que nous avons réalisée. Et merci à la médiathèque, mais j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, sur cette question de la data visualisation, qui est une question démocratique fondamentale aujourd'hui. Voilà un petit peu. Bienvenue à l'Institut Paris Région. Je passe la parole à Bernard. Juste quelques mots, merci en tout cas Nicolas pour l'accueil. On a effectivement passé la première journée à la région, et juste pour compléter sur cette semaine, l'idée c'est d'aller demain dans les territoires, parce que c'est aussi ça le lien de la région, entre la région et les villes. Et donc on va aller à Noisy-le-Grand, qui sont engagés dans un programme aussi de ville intelligente, je trouve assez intéressant, de ville moyenne. Comment une ville moyenne se saisit de ces sujets et comment elle travaille vraiment sur la question de la rénovation énergétique. Juste pour la réflexion de la ville, c'est de se dire, si on doit appliquer les normes en matière de rénovation, et vu notre patrimoine et vu nos moyens financiers, il nous faudra peut-être 50 ans pour aboutir à la rénovation de ce patrimoine. Donc il est peut-être temps de se pencher sur les données, les algorithmes, les usages, et de combiner les deux pour voir si on peut optimiser nos investissements, etc. Ils ont aussi un autre travail sur les déchets, l'optimisation des tournées, etc. Donc on est vraiment sur des sujets concrets autour de la donnée et de l'usage, assez intéressant. Et puis on ira visiter le data center de Logne, qui est le data center d'intérêt régional, que le Val d'Oise a initié, où la région a soutenu. Donc aujourd'hui, les données de la région sont hébergées dans ce data center sous une gouvernance publique régionale, avec qui peut être soit de la salle blanche mutualisée, donc le département du Val d'Oisier, plusieurs universités, l'INSERM, etc. Et d'autres départements sont hébergés, ou un niveau de service. Donc c'était aussi intéressant de voir que la data, c'est aussi du physique, et ça rejoint... Je fais la promotion de l'Institut, tu as oublié la note que vous venez de sortir sur l'implantation des data centers en Ile-de-France. Et puis vendredi, une conférence dans le lycée Paul Valéry, parce que c'est aussi l'enjeu, c'est le lycée qui a vocation à devenir un campus de l'intelligence artificielle. Donc c'est une conférence qui aura lieu dans ce campus. Et puis évidemment notre partenaire Île-de-France Mobilité, avec lequel on va travailler sur un hackathon, et aussi l'enjeu des citoyens. Donc voilà la suite de la semaine, et en tout cas on est ravis. Et je crois qu'on peut démarrer tout de suite, puisqu'on a des contraintes horaires. Donc Antoine, je te passe la parole. Merci beaucoup. Du coup, je vous invite à venir vous installer. La thématique qui nous rassemble ce matin, c'est la question de la confiance qu'on peut avoir dans la donnée. Si je résume très simplement la journée d'hier, on a une envie de plus en plus importante, une demande de plus importante en données toujours plus fines, toujours plus actualisées pour analyser le territoire et ses évolutions.
Et finalement, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, des sources de données, il en existe une pléthore. Et la vraie question, c'est comment je trouve cette donnée et quelle est la confiance que je peux mettre dedans. Alors, pour débattre autour de cette labellisation, de sujet labellisation des données d'intérêt régional, nous avons aujourd'hui avec nous Sébastien Soriano, qui est directeur général de l'IGN et qu'on remercie de sa présence, Amélie Verdier, qui est directrice générale de l'Agence régionale de santé Île-de-France, qu'on remercie de sa présence, Nicolas Boquet, DG de l'Institut Paris Région, et Bernard Géry, DG adjoint de la région Île-de-France en charge de la transformation numérique. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Sébastien Soriano. La question, c'est comment vous, Institut géographique national, avec votre posture nationale de producteur de données de référence, vous envisagez cette question de l'articulation avec une donnée de confiance régionale. Je suis ravi d'être là et bravo pour la dynamique à l'Institut Paris Région et ce que tu disais en introduction sur le fait que la data vise, c'est un gros enjeu démocratique, ça sonne doux à mon oreille et donc bravo pour ce que vous faites. Paradoxalement, l'IGN essaye de courir un peu après ce type d'initiative aujourd'hui. Parce que si l'IGN fait des cartes, vous connaissez notamment notre bonne vieille carte de randonnée, on est plutôt en retard en fait sur comment est-ce qu'on apporte de manière plus générale de la data visualisation. Donc on sera heureux de participer à votre dynamique. Non, je suis ravi d'être là. Alors, je vais essayer d'être très schématique et donc, comme il y a quelques spécialistes que je vois autour d'ici qui m'excusent si c'est un tout petit peu grossier, puis on pourra peut-être affiner un peu dans la discussion. Je dirais qu'à l'IGN, sur ce sujet de la labellisation des données, il y a deux grands sujets. Il y a un premier sujet, c'est le numérique, c'est compliqué. Donc, le numérique, c'est compliqué, c'est quoi? C'est que avant, pour faire de l'information géographique, il fallait des grosses machines, il fallait des gros équipements, il fallait des compétences rares. Aujourd'hui, tout le monde peut en faire. On peut faire de l'acquisition de données très facilement, on peut faire du traitement de données, on peut faire des SIG très simplement, on peut faire des cartes très simplement. Et ça fait qu'avant, un institut comme l'IGN, il avait une espèce de prééminence logique dans son activité. Et en fait, maintenant, il y a beaucoup de gens qui font notre travail. Il y a quelqu'un qui s'appelle Google. Il y a une communauté qui s'appelle OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la carte. Ce sont 10 000 contributeurs en France. L'IGN, c'est 1500 fonctionnaires. Alors, nous, on fait ça toute la journée. Mais c'est quand même des échelles impressionnantes. Et puis, bien évidemment, les territoires qui font beaucoup d'acquisition et de traitement de la donnée. Et donc, dans ce grand chamboulement, la posture que nous avons voulu, c'est celle de ce qu'on a appelé les géos communs. C'est-à-dire de non seulement aller vers l'open data, c'est-à-dire d'ouvrir nos données et faire en sorte qu'elles soient accessibles à tous, mais co-construire la donnée avec ces écosystèmes, selon évidemment des principes d'ouverture. Mais pour co-construire, encore faut-il avoir confiance sur la qualité. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous avons des partenariats qui sont assez ciblés, notamment avec les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, avec quelques métropoles qui peuvent par exemple nous donner leur filaire routier, la description de la voirie notamment qu'elles peuvent réaliser. Mais on bute aujourd'hui sur un passage à l'échelle de ce type d'initiative. Et donc on va mettre en place un système de labellisation qui sera donné à des personnes, ça veut dire donc à des techniciens dans des services de géomatique, d'acteurs publics, mais des personnes attachées à des institutions ou des communautés. Et ces labels seront en deux niveaux. Seront des labels d'abord qui sera une espèce de sas d'entrée. Et puis quand on aura montré, entre guillemets, patte blanche sur des contributions, il y aura un deuxième niveau d'accès pour labelliser ces contributions. Les contributions seront publiées au fil de l'eau, comme le fait un Wikipédia ou OpenStreetMap, mais ce ne sera pas une donnée vérifiée. Et l'idée, c'est que l'IGN puisse publier une donnée vérifiée à un rythme qui sera, j'espère, tous les trimestres, peut-être tous les semestres, au pire tous les ans, de manière à avoir filtré ces contributions et pouvoir apporter une donnée de ce qu'on appelle une donnée d'autorité, c'est-à-dire une donnée vérifiée sur laquelle tout le monde peut se baser. Donc ça, c'est un premier chapitre sur la labellisation des données. Il faut savoir que ça a une limite, c'est que ça donne des données hétérogènes. Et donc ça, c'est quand même une limite du participatif, quelle que soit la forme qu'il a. C'est qu'après, on ne peut pas donner une représentation nationale du territoire qui soit complètement cohérente. C'est-à-dire qu'elle est cohérente en termes de nomenclature, mais pas forcément en termes de mise à jour des thèmes. Et donc ça peut être un problème. Ça peut être aussi un problème quand derrière, on va faire passer des IA.
pour faire de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des biais sur certaines portions du territoire, et ça peut être compliqué à gérer. Le deuxième chapitre, c'est celui du défi climatique. Le grand défi qu'on s'est donné à l'IGN, c'est ce qu'on a appelé cartographier l'anthropocène, c'est-à-dire montrer non pas une description statique du territoire et générique de la topographie, mais montrer les changements du territoire pour éclairer le décideur public, pour prendre les décisions, pour changer le cours des choses, notamment dans les trajectoires qui vont pas très bien, et il y en a un certain nombre. Et pour ce faire, donc on produit nous-mêmes beaucoup de données pour les politiques publiques, par exemple la carte de l'artificialisation des sols, des cartes de trames de biodiversité, etc. Et ce que je voulais dire en termes de labellisation des données, c'est qu'on voit que beaucoup d'acteurs publics, des ministères, des opérateurs publics, voudraient faire appel à des start-up pour avoir des référentiels de données. Beaucoup s'appuient notamment sur de l'imagerie satellite qui est maintenant facile d'accès, et puis sur des dispositifs d'IA. Et la difficulté, c'est que la puissance publique hésite à confier des projets aux startups parce qu'elles ont peur qu'elles se fassent racheter par Google, parce qu'elles ne savent pas ce que fait la startup techniquement si c'est solide. Et puis, en tout état de cause, la startup, elle a trouvé une solution à des fins commerciales un peu génériques qui a parfois du mal à s'adapter à la chaîne, parce qu'il y a une chaîne données-services. Les services publics, à la fin, c'est pour rendre un service. La DGFiP, elle a besoin de données pour lever l'impôt. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait une intégration fluide de la donnée, et c'est pas forcément évident, puisque la start-up, elle va faire le truc qui est un produit, quoi, qui a une vocation un peu générale. Et donc, pour craquer ce sujet, parce que nous, inversement, on n'est pas capable de répondre à tous les besoins publics, donc pour craquer ce sujet, on a décidé de lancer un réseau qui s'appelle DataAlliance, où on a identifié à ce jour une dizaine de startups qui nous paraissent faire un travail intéressant et potentiellement fiable, et de pouvoir finalement apporter ensemble la donnée aux porteurs de politiques publiques, nous en se portant garant tiers de confiance de la donnée, c'est-à-dire que la startup accepte de nous montrer un peu ce qu'elle fait. On a quand même des discussions techniques pour challenger un peu, vérifier que ce n'est pas juste des démonstrateurs, mais qu'il y a une capacité de passage à l'échelle. Et puis ensuite, notre connaissance de la manière dont c'est produit nous permet, le cas échéant, d'en assurer une pérennité si jamais notamment la start-up devait se retirer. Bon, voilà les deux initiatives qu'on a. Et comme c'est toujours plus simple d'expliquer les choses avec des slogans et des autocollants, ceux qui me connaissent savent que je distribue toujours des autocollants, n'est-ce pas, Amélie? Voilà. Donc j'ai une première série d'autocollants qui s'appelle « Nos données sont gratuites ». C'est pour ça qu'on les appelle des données. Voilà, si vous voulez un peu circuler. Voilà. Et pour voir plus grand, faisons DataAlliance. Voilà, c'est comme ça, ça se propage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amélie Verdier, vous, quels sont les enseignements que vous faites du Covid et quels sont les enjeux aujourd'hui autour de la donnée de santé ? Merci beaucoup, merci de cette invitation aussi. J'ai préservé dans mon agenda, je tiens à le dire, parce que c'est en fait un sujet structurant. Il y a 3 moyens d'entrer dans le sujet, hein, comme directrice générale de l'Agence régionale de santé sur la labellisation des données. La première, je vous rassure, je vais quand même commencer par ça, c'est que les données en santé, c'est pas des données comme les autres. Bon, ça c'est attendu, donc je vais pas y insister, mais enfin quand même, et heureusement comme citoyen, je pense qu'on sait que ces données sont... c'est toujours pareil, hein, chacun dit oui, moi c'est particulier. Non, je pense qu'en santé, et c'est une préoccupation extrêmement forte de nos concitoyens aussi, on a un traitement qui doit être spécifique et qui appelle justement des données spécifiques. Bon, ça c'est facile. Le deuxième point d'entrée, je pense assez naturel aussi, c'est l'importance de l'appropriation et derrière du coup de la labellisation des données en matière d'innovation. J'ai été frappée ce matin, je lisais on cite pas les réseaux sociaux, bon bref, une interview d'Éric Vibert, que certains connaissent peut-être, qui est un PUPH chirurgien à Paul Brousse, à la question « Qu'est-ce qui manque à la France pour être leader des innovations chirurgicales ?» Je suis désolée, mais il répond « Données ». Et il dit, en fait, on a un système qui est... il faut protéger la donnée, mais
on est en retard en France par rapport à d'autres acteurs sur l'interface entre protéger la donnée, mais la rendre accessible et la mobiliser, puissance de calcul, etc. Donc, je ne m'approprie pas les choses, mais c'est important quand même d'entendre ce message-là de chercheurs publics, praticiens, chercheurs publics. Troisième point d'entrée possible pour l'ARS sur ce sujet-là, c'est effectivement à quel point, et je vais rebondir sur la question que je n'ai pas oubliée, les données sont un outil d'aide à la décision. Parce que c'est ça le métier de l'ARS. C'est effectivement, nous on est dans l'action. Et même si on est très heureux de pouvoir collaborer régulièrement avec l'Institut Paris Région, qui héberge notre observatoire régional de santé partagé. Et c'est aussi ça qui est important, c'est de se demander, et le Covid a changé ça, pas seulement de savoir si on a des données qui ont tous les tampons qui vont bien, mais qui sont utile à l'action, et je pense que c'est quand même ça qui a changé un peu notre manière de faire. Donc à partir de là, moi je vais essayer de développer 3 points, mais vous me ferez un petit rappel de temps, parce que je ne vais pas non plus trop développer, mais c'est important. Donc effectivement, la crise a tout changé, je vais développer un petit peu là-dessus. Deuxièmement, qu'est-ce que du coup on essaye de faire nous aujourd'hui? C'est vraiment d'élargir ce qui mérite d'être pris en compte comme données de santé, et y compris toutes les données d'environnement, socio-économique. Enfin, je vais élaborer un petit peu autour de ça, parce que je pense qu'effectivement, c'est ça l'enjeu aussi dans la projection qu'on peut faire de notre action à 5 ans. C'est un peu l'exercice du moment avec notre projet régional de santé. C'est de regarder, et c'est pas nouveau qu'on ait cette approche One Health très intégrée sur les données de santé, mais en revanche, ça, quand on parle des données qu'il faut qu'on mobilise et qu'on croise, c'est important qu'on élargisse vraiment assez radicalement en fait, la manière dont on considère les données pertinentes. Et mon troisième point sera justement comment on essaye aussi, nous, tout simplement de s'ouvrir et de se dire, j'ai compris que la table ronde était vraiment quelles sont les données d'intérêt régional en tant que telles. Ça veut dire aussi, nous, acteurs de l'État à dimension régionale, de voir comment on accepte d'être un peu bousculé, pour dire les choses, sur ce qu'on sait et ce qu'on sait un peu moins. C'est pour ça que c'est bien de le faire hors les murs, dans un institut qui est là pour nous aider aussi à réfléchir. Bon, premier point, la crise a effectivement transformé, accéléré notre façon d'utiliser et de réutiliser la donnée. Pour être un peu schématique, avant, en santé, on avait vraiment des usages qui étaient d'abord sur du reporting. Donc encore une fois, on pourrait discuter. Je ne dis pas qu'il n'y avait rien avant, mais c'était quand même vraiment comme ça. En tout cas, je crois pouvoir le dire, du point de vue d'une ARS et du ministère, qu'on explicitait ce qui se passait, quoi. Donc voilà, avec un délai variable d'ailleurs sur le reporting. Bon, évidemment, il y avait aussi des aspects enquête ponctuelle, etc. Mais je trouve que c'est une politique publique, c'est assez marquant d'ailleurs par rapport, je sais pas, à la politique fiscale par exemple, qui n'a pas la même tradition d'avoir une ossature pensée sur la donnée. Et évidemment, le Covid a été assez bouleversifiant de ce point de vue, parce que, au-delà de tout ce qui a été artisanalement construit, c'est pas péjoratif de le dire comme ça, à partir de coups de sonde, on a vraiment, avec la crise, je pense, gagné un peu de temps dans la mise sur pied de dispositifs de surveillance vraiment robustes et plus systématiques. Donc je ne vais pas tout refaire, puis il faut laisser du temps à la discussion, mais on a effectivement eu Civic, CIDEP, Contact Covid, enfin bref, des initiatives qui sont au départ, qui n'étaient pas forcément pensées de manière systématique, mais qui le sont devenues. Et juste pour donner peut-être un exemple, enfin deux, de ce qu'on en a tiré comme enseignement, on pourrait parler des données de biologie, où effectivement, à partir d'une capacité qui a commencé à être développée, de dire ce qu'on sait, mesurer, développer, donc d'analyse de tests, comment on arrive à maintenant arriver à avoir des outils de projection anticipée sur les grandes épidémies. Donc l'hiver approche, comptez sur moi pour vous rappeler les gestes barrières. Là, je sais qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais quand même. Mais de se dire qu'aujourd'hui, on a des outils prédictifs qui sont issus aussi de cette manière de penser différemment la donnée pour la grippe, la bronchiolite. Voilà. On le fait aussi pour les données d'occupation hospitalière, typiquement. Alors ça peut peut-être vous effrayer qu'on le fasse
mais de fait, il faut que vous sachiez qu'on l'avait pas de manière aussi systématique avant Covid. Hein. Et c'est encore un combat de tous les jours. Nos combats récents, c'est en psychiatrie, pour vous dire les choses, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce pilotage par les chiffres. On pourrait discuter au-delà de la labellisation en tant que telle, autant, mais maintenant, on a quand même de l'expérience probante montrant comment on améliore notre décision prise sur le fondement d'outils de ce type. Et puis, plus globalement, dans plein de domaines, et je ne vais pas insister, on développe des outils prédictifs. Voilà, c'était intéressant de dire qu'il y a eu, justement, avec la crise Covid, des outils qui ont été pensés, voilà, notamment au niveau des ARS. Hein. Ça n'était pas uniquement un pilotage descendant au national, mais y compris en étant à l'écoute des acteurs. Hein. C'est pas une histoire de s'approprier les choses, mais de se dire qu'on a été effectivement capable de tâtonner et de identifier des sujets. C'est évidemment un enjeu majeur maintenant. Dans des politiques publiques qui sont questionnées, on va dire ça pudiquement. Bon, donc du coup, deuxième point de mon intervention, qu'est-ce qu'on essaye de faire au-delà de cet approfondissement de la logique Covid? C'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte toutes les données pertinentes en santé, y compris celles qui ne sont pas nativement produites par le système de santé. Donc il y a évidemment, quand on demande quelles sont les données qui sont à labelliser santé, il y a tout ce qu'on connaît déjà. Donc c'est le moment où on dit beaucoup de bien du système national des données de santé, le SNDS, et pas de ces difficultés d'accès, mais ça, c'est parce qu'on protège, et heureusement, les données de santé. On a un système de suivi qui est quand même très complet, hein, le PMSI, donc qui permet de suivre toute l'activité hospitalière codée. Je ne sais pas à quel point ici tout le monde le connaît, mais c'est quand même extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'après, on a une capacité à effectivement regarder, c'est pas seulement pathologie par pathologie, hein, mais de manière extrêmement fine, avec l'âge du patient, les durées d'hospitalisation, l'association ou pas de molécules, enfin bref, c'est quand même très suivi et complet. On a une interface à faire avec tout ce qui est donné, c'est très classique en santé, hein, qui nous viennent de la médecine de ville, puisque c'est deux systèmes qui sont pensés différemment, comme chacun sait, mais avec les tensions très fortes qu'on a sur les ressources humaines, hein, et nos difficultés aux urgences, on est dans un moment où on arrive à quand même vraiment mieux interfacer ces données-là. Vous allez me dire, c'est encore des données de santé? Oui, bien sûr, mais enfin, des volumes de passage, en soi, c'est pas une donnée de santé. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder aussi ce qu'on sait finement des dynamiques de population. On commençait à en parler juste avant cette table ronde. C'est pas uniquement de connaître les données par pathologie ou d'avoir l'âge de la population. C'est un indicateur important, évidemment, hein, parce que vous imaginez bien, et d'ailleurs, nous, on suit les données de passage par tranche d'âge, mais en fait, on a besoin de choses plus fines. Typiquement, vous n'avez pas la même fréquentation des services d'urgence, non seulement selon l'offre en ville, mais aussi, à vrai dire, selon le niveau d'appropriation, si je puis dire, des autres modalités de soins que le passage aux urgences. Et là-dessus, on dit comme ça, c'est assez générique, mais c'est très frappant. Et encore une fois, dans l'aide à la décision pour nous derrière. Quand on a des difficultés en Seine-Saint-Denis sur un service d'urgence que je ne citerai pas, mais j'ai en tête un exemple précis, nous on fait du Retex pour comprendre pourquoi, quand on a été amené effectivement à réguler l'accès, à réorienter les patients, au final, là où on a eu le plus de dynamique d'activité, c'était dans la maison médicale de garde, donc en fait sur du premier recours assez simple, plutôt que sur les autres services d'urgence qui n'étaient pas très loin. Mais ça rétroagit sur les besoins de population et aussi comment est-ce que, effectivement, on les informe suffisamment en amont, mais ensuite quelles pratiques sont faites dans ce système où on est à la fois directif, mais où en fait il y a un sacro-saint principe de liberté de choix de sa prescription par les patients. Je ne veux pas citer toutes les données qu'on essaye d'utiliser de manière plus nette. Tout le monde, je ne sais pas, mais beaucoup de gens, j'imagine, ont en tête aussi ce qu'on a testé de manière expérimentale un peu pendant le Covid, hein, notamment de regarder ce qu'on trouvait dans les eaux usées. Donc c'est du système Aubépine, qui en soi, moi je crois qu'on peut pas dire que ça nous a révolutionné la manière de percevoir ce qui se passait. Il y avait premièrement une espèce de
deuxième contrôle, si je puis dire, de vérifier est-ce que en fait ce qu'on mesure nous de manière encore une fois assez systématique, les résultats des tests, le volume de tests, la positivité, bon bref, est cohérent avec les données qu'on peut mesurer dans les eaux usées. Après, il y avait la question justement vous imaginez la première réaction de tout un tas de personnes que je ne vais pas qualifier, c'était « mais enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout de votre truc, quoi ?» Quand même. Non, mais il faut le dire. Avec des questions en partie pertinentes au final, vous avez combien de points de mesure, qu'est-ce que vous avez effectivement vu de la météo, pour parler du taux de dilution, enfin je ne vais pas refaire tout le sujet. N'empêche que c'est intéressant, et y compris en termes de santé-environnement, qui est un des axes majeurs pour nous de réflexion, comment est-ce qu'en fait on rend cette donnée plus solide, comment est-ce qu'on la labellise peut-être, mais pour effectivement nourrir notre connaissance de ce qui se passe. Je ne prends pas du tout l'exemple des eaux usées au hasard. On est dans un moment où effectivement on a une prise de conscience de tout ce qu'il y a dans l'eau. Je ne vais pas vous inquiéter trop, mais on a une eau de qualité, potable, etc. en France, c'est sûr. On est même plutôt en avance de beaucoup de points de vue. Mais on est bouleversé. Moi, je dis les choses parce qu'on ne sait pas forcément bien tout de suite quelles conséquences opérationnelles on en tire par les mesures qu'on fait. Et c'est encore une fois... on est dans un environnement mondial, donc on ne décide pas de mesurer tel ou tel PFAS ou métabolite tout seul. Et en fait, c'est très important. Oui, effectivement, on est dans un pays qui a des industries avec des pollutions. On est dans un pays qui mesure. Ça, quand même, on peut se le dire à peu près. Du point de vue de ce qui est mon rôle, de la décision qu'on prend derrière, en fait, on est un peu démunis parce qu'il y a des substances dont on sait qu'elles sont risquées, mais on n'a pas toujours l'expertise scientifique pour se dire quel est le degré d'exposition au risque tolérable, pour résumer. Et donc, pour revenir au sujet quand même, c'est du coup important qu'on se dise, au fait, justement, il faut qu'on intègre ces données en tant que telles en santé, même si je ne sais pas vous dire aujourd'hui exactement à quel moment on est sur le on-off qu'on aime bien quand on est dans la décision, mais qui n'est pas complètement applicable à ces données d'environnement. Puis dernier exemple, dans un registre très différent de ce qu'on essaye de faire dans cette perspective d'élargissement des données qui sont pertinentes, c'est comment on arrive à mieux exploiter toutes les données issues des certificats de décès. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais c'est quand même important de le mettre en exergue. Notre système classique, je dirais à la française, il est un peu la cathédrale, c'est un petit clin d'œil à Sébastien. Donc le truc très bien pensé, mais qui arrive un peu tard pour l'aide à la décision. Et donc, on essaye aussi d'avoir vraiment des formats diagnostic territorial rapides. Donc, on a un projet sur les causes médicales de décès porté par l'ARS avec la DGS qui nous a fait confiance pour essayer de développer des choses, avec l'idée que très bientôt, on va pouvoir effectivement avoir cet outil d'analyse réactif sur les causes médicales de décès. Vous avez peut-être vu, il y a eu pas mal d'émotions dans la période récente sur les publications sur la surmortalité de l'année 2022, pour laquelle, donc c'est une publi INSEE, qui effectivement sort, du coup, vous voyez, quand même 8-9 mois après la fin de l'année. Bon, on compare effectivement mortalité attendue, mortalité effective, et ça fait un peu de bruit parce que c'est pas le Covid qui explique la surmortalité de 2022, je résume. Et donc, c'est important aussi qu'on se mette, nous, en situation d'élargir nos sources de données pour éclairer bien sûr les choses. Voilà. Je vais m'arrêter parce que sinon je sens que je vais bien élargir mon temps. Donc terminer sur le troisième point qui me semble être aussi dans les enjeux de l'échange de ce matin, c'est de regarder comment on accélère cette logique de mise à disposition de la donnée qui n'est pas nouvelle, mais en acceptant d'être bousculé par d'autres que nous qui pourront avoir d'autres idées d'usage. C'est quand même la tendance qui est la plus marquante, je trouve, dans la période récente. Pendant le Covid, la seule manière de réagir par rapport à ça, c'était d'être transparent, de toute façon, parce que quand même, il y avait ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas, donc il fallait partager les choses. Il y a eu, on est à l'échelle nationale dans une logique d'open data que je ne vais pas développer là, mais enfin qui me paraît assez nette. En santé, c'est la raison d'être de Health Data Hub, mais bon.
On a aussi Santé publique France, c'est peut-être moins connu, qui met à disposition des indicateurs épidémiologiques territorialisés sur son site Géode, donc pour s'approprier les choses. Mais voilà, je voulais insister sur ce qu'on fait à l'échelle régionale, notamment avec l'Observatoire régional de santé, qui est un portail intersanté jeune, une maille territoriale très fine. On met d'ailleurs à disposition, l'ORS a vraiment travaillé à cette carto qui est commune par commune en Ile-de-France, qui n'est pas du tout... c'est un travail colossal qui est peut-être pas assez connu, je trouve, par rapport à ce que son potentiel, mais avec l'idée qu'on est dans une logique, d'autonomisation des acteurs régionaux. J'ai aucun problème à le dire explicitement, parce qu'il y a des besoins d'accès à la donnée. On est, et c'est là aussi un des axes de notre projet régional de santé, dans un moment où on doit vraiment développer notre capacité d'anticipation et de résilience, parce qu'on ne connaît pas en fait toutes nos données d'environnement sur la santé, et voilà, j'y insiste, on va continuer à élargir ces plateformes d'open data. On le fait par exemple en matière de périnatalité, un enjeu de santé énorme, vous le savez, on est globalement en Ile-de-France en moyenne plutôt en meilleure santé que les autres. C'est en moyenne parce qu'on est aussi une région très inégalitaire en santé, et en matière de périnatalité, de santé de l'enfant, on n'est plutôt pas très bon, avec une surmortalité infantile importante. Et donc, c'est pas nouveau que ça soit une priorité de l'Agence régionale de santé, mais c'est aussi par la donnée qu'on va essayer de développer de nouveaux modes d'action. Et donc, en se disant qu'il faut effectivement développer... Alors, il y a des choses qui existent. On a un site d'intérêt régional développé sur les pratiques obstétricales. Je trouve qu'on a... Donc, quand on est toujours à se demander les domaines dans lesquels on a progressé. Moi, je pense que collectivement, on a progressé dans le fait que, effectivement, faire comprendre que être public sur les taux de césarienne et les motifs de césarienne, c'était effectivement un moyen de faire comprendre aussi la qualité relative, si je puis dire, des maternités. On le développe aussi avec des données d'activité en établissement en ville, sur la périnatalité au sens large, qu'il s'agisse de l'accès à l'IVG, de la prévalence de certaines pathologies périnatales. Et voilà. Et je terminerai en conclusion en disant qu'on fait tout ça aussi vraiment en humilité, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, pas comprises tout à fait. Et c'est un peu le message de confiance qu'il faut qu'on passe aussi, sur le fait on sait qu'on attend en fait d'être un peu bousculé sur la manière dont ces données peuvent être interprétées, et donc avec notre rôle d'aider à leur labellisation. Merci. Merci beaucoup, Amélie Verdier. Comme Sébastien Soriano doit nous quitter dans 10 minutes, est-ce qu'on fait une question, on prend une ou deux questions dans la salle, et puis on poursuivra avec l'éclairage de l'Institut et de la région. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question sur les sujets, les thèmes évoqués? Il y a la question de la territorialité, de l'échelle territoriale du national au local. Ce qu'évoquait Amélie Verdier, la question de la temporalité de la donnée et de la confiance qu'on peut avoir dans l'innovation, dans la donnée alternative. Non ? Oui, bonjour, Laurent Le Boulge-Colas. Vous évoquez DataAlliance et des alliances exclusives avec des startups. N'envisagez-vous pas des alliances également avec des grands groupes qui produisent de la donnée, qui ont une couverture nationale quand même très locale et très puissante. Voilà, est-ce qu'on peut envisager ça ? Oui, j'avoue que dans ma présentation, effectivement, je mets beaucoup en avant les startups parce que c'est beaucoup ce type d'acteurs auxquels sont confrontés les acteurs publics. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui viennent les voir, qui sont souvent recommandées par un ministre, un député, etc. Donc bon, voilà, c'est ça l'angle de départ. Mais bien évidemment, le sujet pour nous, c'est en fait innovation et passage à l'échelle. C'est vraiment ça qui est important. Donc on travaille par exemple avec une ETI de notre secteur qui s'appelle Géofit, sur lequel il y a des choses très, très évoluées. Et en fait, par ailleurs, à l'IGN, on a des partenariats historiques avec Airbus et Thales, pour lesquels on produit des référentiels, alors là, pas sur le territoire français, mais sur les territoires d'intervention des armées, à partir de photos satellites. Voilà, donc oui, non, tout à fait, il n'y a pas de... C'est un enjeu un peu de communication, mais il n'y a pas du tout d'exclusivité. Et par ailleurs, on est sous le coup de la commande publique. C'est-à-dire qu'on a beau avoir tissé un lien privilégié avec des acteurs,
quand il y a une commande de données qui est passée, dès lors qu'elle est supérieure au seuil, il y a un marché public. Donc voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bonjour, merci pour ces présentations. J'ai une question concernant le dispositif collaboratif que vous mettez en place pour la labellisation des données géographiques. Justement, vous disiez que ça entre souvent dans le cadre d'appels d'offres marché public qui ont des délais, et vous évoquiez la contrainte de l'hétérogénéité des données en mode collaboratif. Je pense qu'il y a aussi la contrainte de la maîtrise des délais en mode collaboratif, et je voulais savoir comment vous abordiez ce challenge. Je m'appelle Jean-Emmanuel Boitier, de la société Ingedata, spécialisée dans la labellisation de données. Non, alors en fait, comment dire, non, mais on avance vachement en marchant hein, sur ces sujets-là. Donc on n'a pas toute la photo. Amélie parlait de cathédrale. C'est vrai qu'on est plutôt en mode bazar, de voir comment est-ce qu'on évolue. L'idée, en fait, c'est de créer des boucles de rétroaction entre les usagers et les contributeurs. En fait, moi, c'est ça que j'essaye de faire. Et donc, par exemple, les SDIS. Le cas d'usage qu'on a avec eux, c'est voilà, le centre d'appel des pompiers. Excusez-moi, c'est pas les bons termes, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une intervention à faire. Donc à ce moment-là, il y a un logiciel qui permet de programmer l'intervention. Quel véhicule est disponible, quel personnel est disponible, et puis ensuite, quel est le temps de trajet. Et puis ensuite, ça vous donne un itinéraire pour y aller. Sauf que la blague, c'est qu'aujourd'hui, les itinéraires, il n'y a que les grandes entreprises privées qui sont capables de le faire. Hein. Donc Google, Waze, Here, TomTom, Apple, il y en a 5 ou 6. Et donc, il n'y a pas de données souveraines, en fait, hein, sur une base qui soit ce qu'on appelle navigable. C'est-à-dire qu'on puisse dire, là, tournez à gauche, là, tournez à droite. Ah, là, il y a un bidule au milieu, vous ne pouvez pas y aller. Ce qui est quand même important quand vous faites une intervention. Voilà. Donc, ce qu'on a convenu avec les pompiers, c'est qu'en fait, cette base navigable, on la crée de manière collaborative. Parce qu'en fait, on n'a pas l'argent pour la créer de manière sérieuse. Ça coûterait, je sais pas, entre 50 et 100 millions d'euros. Pour le faire une fois sur la France, ça supposerait une capture avec des vues immersives. Alors après, c'est rigolo parce qu'on peut faire un street view derrière, etc. Et du coup, on le fait à l'envers. C'est-à-dire que plutôt que de faire un gros chèque de 100 millions d'euros pour faire un grand street view, en fait, on crée une communauté. En fait, on en crée plusieurs. Une communauté collaborative. Donc l'idée, c'est que le pompier qui va sur le terrain et qui voit qu'il y a une information qui est incomplète, en fait, il nous la renseigne. Et nous, l'engagement qu'on prend, c'est qu'on met à jour la base. Et donc là, on crée un cycle d'incitation qui fait que l'utilisateur et le producteur sont au même endroit. Et donc cette question de la fraîcheur, elle est entre guillemets auto-résolue pour les acteurs locaux. Voilà. Par ailleurs, il se trouve que sur ce sujet, on fait aussi un commun des vues immersives avec OpenStreetMap, donc qui s'appelle Panoramax, dans lequel en fait on offre une capacité à tout acteur qui saisit de la vue immersive. Ça peut être un simple citoyen. Si vous vous embêtez le week-end, vous mettez une GoPro sur votre vélo, vous saisissez de la vue immersive et ensuite vous l'envoyez à Panoramax. Et sur la base de ces vues immersives, il va y avoir des gens qui vont développer des logiciels pour l'exploiter et pour créer de la base navigable, etc. Donc on y va en tâtonnant, c'est incomplet, c'est imparfait, mais ça coûte, c'est gratuit, quoi. Enfin, c'est très peu d'argent de mettre en place ces dispositifs de mise à jour. Et donc on profite un peu de cette agilité et de ces communautés finalement. On mise sur la communauté en se disant, comme on n'a pas un grand et beau service public planificateur qui peut dire, voilà, je fais ça, voilà, je crée l'instruction publique dans tous les villages de France. Voilà, on ne fait pas ça. Donc du coup, voilà, on utilise notre agilité pour faire au mieux, mais après, effectivement, ça veut dire qu'il y a certains types d'usages qui ne pourront pas être complètement généralisés. Alors, ce qu'on peut imaginer, excusez-moi, je suis un peu long sur la réponse, mais toutes ces choses qui évidemment m'habitent beaucoup, ce qu'on peut imaginer, c'est que si on fait des preuves de concept vraiment solides, avec des usages souverains importants, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on convaincra un jour un décideur public de faire le chèque de 100 millions d'euros. Voilà. Mais l'idée, c'est plutôt que de partir du grand chèque, de partir de la communauté d'usage, de montrer qu'il y a des choses qui marchent, que ça fonctionne, qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et à partir de là, on verra si on a besoin un jour d'une généralisation homogène, propre, etc. Merci beaucoup, Monsieur Soriano. Ouais, je suis désolé de vous quitter là.
Non, mais c'est en tout cas l'échange augure des collaborations à renforcer et à développer sur cette labellisation. Merci. Du coup, Nicolas Boquet pour l'Institut Paris Région. Donc beaucoup de questions évoquées. Qu'est-ce qu'une donnée utile? Qu'est-ce qu'une donnée d'intérêt régional? L'échelle régionale, qu'attend-on comme donnée? Et la question de la temporalité de la donnée. Quel niveau de confiance on peut avoir quand on est un institut de réflexion et d'analyse entre la donnée stable du passé et la donnée qui permet de prédire ou en tout cas de décider aujourd'hui? Alors, à titre personnel, c'est vrai que j'ai une forme d'ambiguïté par rapport à cette question de la labellisation. Moi, il y a deux moments dans ma vie qui ont été un peu clés sur la question de la donnée et qui illustrent bien ces deux dimensions. D'abord, j'ai vécu à Taïwan pendant 4 ans comme conseiller culturel. Et là, j'ai compris qu'en fait, on avait complètement basculé, on avait changé de monde. Et que si on ne comprenait pas en quoi la question de la data transformait complètement les rapports politiques, sociaux et épistémologiques, on passait à côté de la manière dont notre société se transformait. Et elle se transforme parce que, moi ce que j'ai vu à Taïwan, c'est une société civile qui se construit en s'emparant de la donnée. Et du coup, en se constituant en vis-à-vis du politique. Et ça change complètement la donne. C'est ça qui a créé le mouvement des tournesols où la jeunesse s'est levée pour, je dirais, se mobiliser contre un projet de libre-échange avec la Chine sur la base de l'open data, sur la base de la mise en ligne de données qui montrait ce que ça transformait, ce que cet échange allait transformer concrètement pour les uns et les autres. Et donc j'ai été témoin d'un pays où il n'y a pas un Guillaume Rosier, mais il y en a 400, 500, 1000, et ça change vraiment beaucoup de choses. Et donc, dans ce nouveau régime-là, l'idée qu'il y ait une institution qui s'arroge le droit de dire cette donnée, elle est juste ou cette donnée, elle n'est pas juste, on est juste complètement hors sujet. On bascule de monde, en fait. La confiance, elle se construit de manière horizontale dans ce monde-là. Voilà. Donc, il faut prendre conscience de ce changement complet. Mais en même temps, moi, le deuxième chemin de Damas pour moi par rapport à la donnée, c'est la crise Covid. C'est la note que j'ai fait pour l'Institut Montaigne, où j'ai essayé de comprendre comment on gérait la crise, et essayer de comprendre qu'en fait, les taxis de la Marne de la crise Covid, c'est les gens qui ont pas dormi pendant des jours et des jours pour que le jour du déconfinement, on ait le fichier SIDEP. Si on n'avait pas le fichier SIDEP qui permettait de relier 4000 laboratoires et de savoir qui faisait un test et qui parmi ces tests était positif, on serait toujours confiné. Enfin, peut-être pas maintenant, mais voilà. Donc, et pour faire ça, là, il faut tout simplement un pouvoir politique qui soit capable de relier 4000 laboratoires et qui soit capable de remonter une information homogène, stable, en temps réel, dans une cabine de pilotage politique. Donc on est dans cette tension. Et on voit bien par rapport à ce que disait Sébastien, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui on doit basculer, et on a du mal à basculer parce qu'on est tous, voilà, on a fait l'ENA ou des grandes écoles, etc. Donc on a du mal à considérer qu'il faut complètement changer de braquet et qu'on n'est plus dans un moment où l'institution peut décider ce qui est bon ou ce qui est pas bon, notamment en termes de données, et en même temps, et donc basculer dans le collaboratif, basculer dans l'horizontal, basculer dans un nouveau régime social et politique, et en même temps, on voit bien qu'il faut de la donnée homogène, il faut, voilà. Et donc, cette tension-là, elle me paraît complètement fondamentale. Et dans la réflexion qui a été la mienne, c'est ça qui m'a amené à la question de l'échelon régional, qui n'est pas un échelon qui solutionne tout, parce que ça reste un échelon institutionnel, et donc ça résout pas la question de l'articulation entre société et institution. Mais je trouve que c'est un échelon. Je me suis rendu compte que c'était un échelon intéressant parce que c'était un échelon qui permettait de résoudre un peu cette contradiction, parce que c'est un échelon qui reste territorial, donc où on peut avoir des communautés d'acteurs qui travaillent ensemble à donner, et en même temps, c'est un échelon suffisamment grand pour être stratégique et pour être dans un dialogue d'égal à égal avec l'institution nationale et l'État, pour dire maintenant, voilà, on peut plus travailler la donnée tout seul. Alors du coup, je me retrouve voilà, à la tête de l'Institut Paris Région, donc c'est l'endroit rêvé pour faire ça. Et donc du coup, je redescends d'un cran par rapport à mes réflexions philosophico-politiques, mais avec des choses très concrètes qui sont tout à fait liées. Je voudrais juste faire 3 points de questions qui sont les nôtres
Ici, à l'Institut, j'ai pas nécessairement de réponse. Par rapport à cette question de la donnée de confiance, voilà. Comment on construit une donnée de confiance et comment on construit une donnée qui nous rassemble au lieu qu'elle nous divise. Je parlais tout à l'heure de la data visualisation. Pour moi, j'ai une forte conviction qu'aujourd'hui, le débat public doit être construit sur la data et qu'en même temps, pour que cette data soit accessible aux citoyens, il faut travailler sur des data visualisations qui donnent accès, qui permettent de structurer le débat. Mais en même temps, on voit bien que dans l'océan de fake news qui est le nôtre, notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de data visualisation. Voilà. Donc la data visualisation, elle sert à informer le débat public, elle sert aussi à désinformer et à nous dresser les uns contre les autres dans des mondes parallèles où on parle plus de la même chose. Donc comment on fait pour qu'aujourd'hui la data nous permette de parler de la même chose ? Alors, première tension, la question de l'innovation et cette question finalement, voilà, du disrupteur et de l'institution. Des données de confiance qui, nous, par exemple, à l'Institut, on est très fiers de dire, voilà, c'est nous qui avons la donnée de référence sur telle ou telle chose. Depuis 1982, on fait la donnée de référence sur l'occupation du sol en Île-de-France. Ça s'appelle le MOS. On construit la donnée de référence par exemple, prenons Air Paris, qui, dans l'Île-de-France, donne la donnée de référence sur la pollution atmosphérique. Donc, face à ça, on a, je dirais, un réflexe de gardien du temple qui consiste à dire les autres données, méfions-nous-en. Voilà. Les startups qui arrivent en disant moi je peux par de la donnée satellite mesurer la pollution, je peux mesurer l'artificialisation des sols, etc. À ce moment, nous on a le réflexe de dire attention. Voilà. Et en même temps, parfois on joue le rôle de disrupteur sur la donnée de mobilité. Le gardien du temple, c'est Île-de-France Mobilité, avec l'enquête Global Transport. Et on a mis au point une enquête où on a dit, voilà, nous on a besoin d'autres données, donc on équipe 3000 franciliens avec un petit boîtier, on forme un consortium, on recrute 3000 franciliens pour être suivis sur une semaine avec un signal satellite, on va les suivre, on va les appeler par téléphone et à l'automne, on aura tout un jeu de données nouveau sur la mobilité. Voilà. Mais évidemment, on va prendre tout un temps avec Île-de-France Mobilité pour partager cette donnée, voir en quoi elle correspond ou pas à celle qu'on a déjà et réfléchir ensemble de manière, entre institutions sur les décalages par rapport à cette donnée. Mais en tout cas, qu'on soit dans un camp ou qu'on soit dans l'autre, et on peut parfois être dans les deux, on est vraiment dans cette tension qui consiste à dire on a besoin de données de référence. Quand on mesure la pollution, on ne peut pas laisser des capteurs dans la nature sans qu'à un moment donné, ils soient mis à zéro avec les capteurs d'Air Paris, selon des techniques strictes, parce qu'il faut on ne peut pas avoir 3-4 données sur la pollution en même temps. On doit savoir de quoi on parle. Et en même temps, on a besoin en tant qu'institution de se faire challenger par des nouveaux acteurs qui peuvent effectivement avoir des techniques bien meilleures pour des coûts moindres et qui permettent d'avoir une information meilleure. Donc j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que ce que propose l'IGN avec Data Alliance, je trouve ça très intéressant parce que on doit tous trouver les moyens de travailler avec les citoyens et la donnée participative, avec les startups pour construire, se laisser bousculer, laisser la place et l'innovation et en même temps garder un cadre commun. Deuxième tension, la tension entre l'échelle nationale et l'échelle régionale. C'est-à-dire, on a besoin d'une donnée qui soit cohérente, on a besoin d'un repère national et en même temps, nous, acteurs régionaux, on est parfois frustrés parce qu'on pense qu'on pourrait avoir des choses à apporter. Exemple, l'INSEE, les projections démographiques de l'INSEE qui ont été publiées l'année dernière. L'INSEE fait tourner un modèle à Lille avec ces données et ensuite on arrive à un jeu de données pour l'Île-de-France qu'on nous demande de retravailler au niveau régional. Mais je dirais une fois que la messe est dite, on peut travailler un petit peu sur les critères, mais en tout cas on n'a pas accès à la boîte noire, on n'a pas accès au modèle. Et nous, on est quand même sur une région de 12 millions d'habitants où les évolutions démographiques sont extrêmement complexes parce qu'on a des migrations internes, on a des migrations externes. On a évidemment une évolution démographique qui est largement déterminée par ce qu'on va construire en Île-de-France. Et pardon de le dire, mais il y a personne d'autre que nous qui sait mieux que nous ce qu'on va construire en Île-de-France dans les 10 ou les 20 prochaines années parce que c'est nous qui suivons ça. Et donc, c'est vrai que, typiquement sur cet exemple, il y a besoin de travailler sur une réarticulation des échelons nationaux et des échelons régionaux pour qu'on puisse être à la table. Voilà. Le besoin qu'on a aujourd'hui, c'est d'être à la table où on va travailler ces données sur le plan national. Deuxième exemple d'articulation, Sébastien est parti, mais c'est la question de l'artificialisation
défendre des sols. Nous, on a ce suivi de l'aménagement du sol francilien depuis 1982 avec le MOS. Et l'Île-de-France, je dirais, a cette chance d'avoir l'Institut depuis 60 ans pour apporter des informations que les autres régions n'ont pas ou n'avaient pas. Et en même temps, il y a besoin de pouvoir suivre l'artificialisation sur l'ensemble du territoire national. D'où le grand projet de ce qu'on appelle l'OCSGE, occupation du sol à grande échelle, qui est en train, avec des outils d'intelligence artificielle auxquels on collabore, de mettre sur la table un autre outil de référence sur la question de l'aménagement. Donc on va se retrouver en Île-de-France avec 2 outils sur la table. Le MOS qui continue à être le point de référence par exemple de la planification. Le SDRIF, schéma directeur de la région Île-de-France, qui a été voté le 12 juillet, il est fait sur la base de notre outil. Et en même temps, on va avoir un outil national. Donc comment on articule les deux, c'est vraiment une question ouverte. Troisième question, et je vais m'arrêter là, la tension entre l'accessibilité et la protection. Évidemment, il faut de la protection, particulièrement pour les données de santé, mais il y a des questions RGPD, etc. Donc on en est parfaitement conscient. Nous, l'expérience qu'on a à l'Institut, en tant qu'utilisateur de la donnée publique, notamment ministérielle, c'est qu'en fait on recule. Et notamment, c'est très technique, hein, mais moi j'ai appris ça, mes équipes sont venues me parler, me dire, Nicolas, on a un problème avec le CASD, Centre d'accès sécurisé des données, parce que, voilà, on a l'habitude de travailler avec tout un tas de données publiques. On considère être quand même un acteur de confiance dans le paysage, et on doit maintenant passer par des filtres qui vont vraiment nous gêner, nous éloigner de la donnée. C'est un peu technique, mais pour nous c'est un très gros enjeu. Je pense qu'il n'y a pas que pour nous, et donc on est dans cette tension où d'un côté open data, il y a certes des choses en open data, de la donnée publique de plus en plus en open data, mais en même temps de manière moins visible et assez subreptice, il y a une forme d'éloignement, hein, de tas de données qui pour nous sont vraiment essentielles. Et donc là, il y a aussi besoin d'un travail collectif pour réfléchir à cette question. Voilà, donc je m'arrête là, mais pour dire que voilà, cette question autour de quelles données on se rassemble, en quelles données effectivement on peut avoir confiance, elle est très importante. Je dirais, on ne peut pas la résoudre avec des réflexes du monde ancien. Voilà, ça c'est clair. On va pas se réunir dans une salle à 3 institutions à dire ça vous pouvez croire, ça vous pouvez pas croire. Je pense que c'est fini. Voilà. Et en même temps, il y a besoin que ces acteurs institutionnels travaillent entre eux, collaborent, horizontalisent un petit peu leur rapport pour créer une table autour duquel il y a un certain nombre d'acteurs peuvent se rassembler pour travailler ensemble la donnée. Et c'est de ce travail commun qu'émergera la confiance. Voilà, c'est un petit peu ma conviction. Pas trop de réponses sur les questions que j'ai posées là, mais j'ai un petit peu des convictions sur le chemin par lequel on peut y arriver. Merci beaucoup Nicolas Bocquet, et ça fait une parfaite transition avec la question qui est... Oui, on peut applaudir, tout à fait. Avec la question qui est donc l'acteur public n'a plus le monopole, on va dire, de la confiance ou de la génération de la confiance. Aujourd'hui, on est dans une dualité plus complexe. Qu'est-ce que l'acteur public régional peut proposer concrètement pour réconcilier pour créer un cadre qui permette à l'écosystème de collaborer? Merci. Merci, je voulais revenir, je trouvais que c'était très intéressant à la fois l'analyse de ce qui s'est passé pendant la crise Covid et puis les tensions que tu évoques, y compris géopolitiques. Mais en fait, on est bien dans ce moment où, entre guillemets, on est passé du septennat au quinquennat, quoi. Tout s'accélère. Et donc aujourd'hui, les instituts de référence, comme on le disait, 9 mois après, 10 mois après, on a l'analyse sur ce qui s'est passé, ce taux de mortalité, à quoi il est dû. La société et les acteurs ne veulent plus attendre aussi longtemps pour avoir ces informations. Et donc si effectivement on a des missions de service public et on est au service du public, c'est assez légitime que les citoyens attendent des réponses plus rapides, des actions plus rapides. En tout cas, c'est le champ aujourd'hui. Et ils ont aussi le sentiment qu'ils ont des actions ou des réponses plus rapides par le biais d'acteurs privés qui sont aujourd'hui en temps réel et qui dépassent le champ de l'action publique, hein, mais qui vont aller sur le champ de l'action commerciale privée et qui peuvent avoir, moi ce que j'appelle, et c'est un peu le projet de la région pour nous, c'est cette notion de vision Chronopost ou de vision Amazon. J'ai engagé une action avec
la région, type une demande de subvention. Je ne veux pas attendre 3 mois, savoir où elle en est, etc. J'ai besoin de savoir qu'elle a été reçue, que j'ai une donnée qui me dise est-ce qu'elle va être votée, à quel moment où en est ma convention, etc. Et on peut décliner cette relation-là dans tous les champs de l'action publique. Donc du coup, cette notion de temps réel change radicalement un petit peu le temps institutionnel. Mais même si le dit Nicolas, à un moment donné, on a besoin de ces références et elles sont un peu le guide et elles permettent dans tous les cas de comparer entre ce qu'on est capable de faire avec de nouvelles données ou ce qui a été fait jusque-là. Et donc on le voyait, en tout cas on l'a vu hier dans l'outil Citystat qu'a développé QuantCube et sur lequel la région a essayé de collaborer pour voir ce que ça donnait. Typiquement, elle disait, on utilise aujourd'hui des données on suit les 80 000 bateaux dans le monde. Où sont situés ces 80 000 bateaux? Ces données-là sont issues d'un outil GPS anti-collision. Et en fait, de cet outil-là, ils en traduisent une analyse économique du nombre de bateaux, de chargement de ces bateaux, et donc ils permettent d'avoir des indicateurs macroéconomiques pour la Banque mondiale, etc. Donc on voit bien, et c'était tout le débat, on a effectivement ces données qui ont été conçues à un moment donné pour ça, qui sont challengées par des données issues d'autres acteurs sur du temps réel et qu'on peut utiliser. Et je pense que cette notion de labellisation peut avoir du sens, et en tout cas c'est la démarche à un moment donné que font aussi ces acteurs privés, de se dire, bon bah, on a quand même une réponse, on a une obligation de décrire l'activité macroéconomique mondiale, comment on est plus pertinent. Et leur challenge à eux, c'est de se dire comment on est capable de donner un mois avant l'institution, l'inflation, comment on est capable de donner un mois avant tel organisme des données pour les faciliter, anticiper ce pilotage. Donc de toute façon, si on ne le fait pas, on sera challengé et donc du coup il y aura une forme de décrédibilisation de l'acteur public institutionnel par rapport à ces éléments-là. Après, je crois qu'effectivement, on peut être sollicité par une multitude d'acteurs et c'est aussi la force des institutions comme le nôtre, du coup, de dire, de sélectionner ou de labelliser et derrière de pousser. En tout cas, je crois qu'on a aussi la force, on n'a peut-être pas, comme le dit Sébastien, les 100 millions tout de suite, mais si on a 10 millions, on est capable quand même d'aider un acteur, de le faire émerger et par cet achat-là, de le crédibiliser et de le renforcer. Donc, tout ça, c'est effectivement des nouveaux enjeux pour nous. On a aussi, on a parlé environnement et santé environnementale. Je crois que c'est un sujet qui nous mobilise tous, en tout cas au niveau régional. On est entre l'ORS, mais aussi les programmes d'action de recherche que la région a mis en place. On a un programme qui s'appelle One Health, qui est un soutien à la recherche académique autour de ces sujets, etc. Donc on voit bien la tension entre ces deux et le champ d'innovation qu'on peut avoir. On a aussi tout le secteur de l'éducation. La région est quand même un acteur majeur sur le domaine des lycées. Donc on a 470 lycées, on a l'entretien de ces bâtiments, mais on a aussi récupéré la politique de décrochage scolaire. Et quand vous recevez des informations sur l'élève 3 mois plus tard, parce qu'il a décroché, c'est trop tard. On a besoin de recevoir en temps réel l'information que c'est en temps réel ou un jour ou deux après, à quel moment il a décroché, à quel moment on va le rappeler, lui proposer un autre parcours, etc. Donc à tous les niveaux, je dirais, on a cette nécessité. Et donc derrière, il y a des enjeux d'interfaçage technique, mais il y a aussi des enjeux de gouvernance et de pratique. Et donc c'est aussi dans ce sens-là, vis-à-vis de l'éducation nationale qui s'interroge sur un Educ Data Hub, on a aussi envie d'avoir un Educ Data Hub régional parce que on parle de données. L'autre exemple, la notion d'emploi du temps, c'est une donnée auquel on n'a pas accès et pourtant on a la charge de l'entretien des bâtiments. Et si on avait les données d'emploi du temps, on pourrait finalement faire nettoyer une salle à 15 heures au lieu de 17 ou 18 heures, faciliter la vie de tout le monde, mieux entretenir, etc. Donc un exemple assez concret et pragmatique, mais qui, quand vous avez 8500 gens dans les lycées, 6 millions de mètres carrés à entretenir, c'est aussi intéressant d'optimiser ça par rapport aux tensions sur le recrutement, les tensions de masse salariale, enfin voilà, donc des enjeux assez concrets dans le pilotage d'une politique publique sur ces sujets-là. Donc je pense qu'effectivement la notion de gouvernance est à réinterroger et la région en tant qu'acteur, je ne sais pas s'il est neutre, mais en tout cas institutionnel, présent et à l'interface de différents acteurs peut être un lieu d'organisation avec l'Institut, avec l'ARS, avec d'autres acteurs nationaux, etc. Donc, en tout cas, nous, on a envie d'avancer sur ce sujet-là. Il y a la notion de labellisation, de sélection, etc.
On le fait sur d'autres acteurs. On a eu un peu le même sujet. Nous, je compare un peu aussi sur l'éducation. Vous aviez les manuels classiques, l'institution des manuels scolaires, etc., qui est challengée par des EdTech qui ont de nouvelles façons, qui personnalisent l'éducation, qui intègrent de l'IA pour... Voilà. Donc comment on croise les deux? Du coup, on a aussi fait un appel à manifestation d'intérêt, une sélection académie et nous, et on arrive à un catalogue, une sélection d'acteurs qu'on va installer dans notre catalogue à destination. Donc, je dirais que c'est un petit peu un modèle ou un exemple, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est cette idée qu'à un moment donné, plusieurs acteurs, sur la base de leur expérience et de leur crédibilité et de leur expertise, sont capables de dire oui, ces données-là complémentaires ont un intérêt. Au niveau régional, elles sont qualifiées. Et peut-être que derrière, elles pourront servir à les remonter au niveau national, où on peut être, je pense que la force de l'Île-de-France et son poids, ça reste quand même 30% de l'activité économique, on est proche aussi des ministères, etc. Donc cette proximité géographique fait qu'on peut aussi pousser des choses, et en tout cas les proposer, avec toute la tension qui existe à ce niveau-là. Et donc derrière, voilà, on peut, avec humilité, moi je reprends aussi le mot, on est tous volontaires, mais on connaît tous les difficultés, le poids, etc. Donc il y a sans doute quelques sujets à sélectionner. On en voit aujourd'hui qui se dessinent entre environnement, santé, éducation aussi, sur lequel on a la capacité à faire ce catalogue, cette interface, et ce lieu où finalement la confiance se crée. Et pourquoi pas, en tout cas, comme la démarche qui a été faite aussi et qu'a exposé Sébastien sur l'hygiène, c'est ces contributions volontaires qui à un moment sont checkées, réanalysées, avec il faut effectivement des gens aussi derrière qui le fassent. Tout ça n'est pas forcément automatisé. Et aussi qui garantissent, et je crois que c'était important, dans ce monde d'algorithmie qui se développe, on est nécessairement obligé de penser à l'algorithme dans tout ce qu'on va proposer. On lance, nous, ces démarches au niveau de la région sur des démarches algorithmiques. Et donc, effectivement, on s'interroge sur les données dont on a aujourd'hui la charge qui sont disponibles. Mais j'imagine qu'il va sans doute nous en manquer. Je reprends mon exemple sur les cantines scolaires. Donc, on fournit énormément de repas tous les jours. L'enjeu est de réduire le gaspillage alimentaire. Comment on travaille sur les données disponibles dans les lycées, vacances scolaires, absentéisme, etc. Donc, on verra sans doute qu'au moment de travail sur l'algorithme, il va nous manquer des données, il faudra aller en chercher d'autres et comment on va les référencer. Et celles-là, on pourra sans doute les exposer. Donc, c'est un peu une démarche comme régionale qui est peut-être plus pragmatique tout en restant de référence et aussi itérative dans le sens où je crois on apprend en faisant, alors avec toutes les limites d'une action publique ou d'une institution qui ne peut pas se permettre d'être de tous les 3 mois dire j'ai changé d'avis ou ce qu'on a proposé a évolué. Donc il y a quand même un cadre de référence, mais néanmoins on est dans un moment où si on l'affiche clairement, et c'est les questions de gouvernance, et si on est transparent sur la façon dont on le fait, entre POC, expérimentation et confrontation avec les données, je pense qu'on a la capacité d'avancer. En tout cas, la région est prête à y contribuer aujourd'hui. Merci Bernard Giry. Alors, je vous propose de passer... Oui. Je vous propose d'échanger quelques questions. Alors, je vais passer le micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci, mesdames et messieurs, de ces interventions qui m'ont... Brahim Messaoud a une force ouvrière. Et je suis aussi membre d'une instance qui s'appelle le CREFOP, le Comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle, dans lequel je suis sur la vice-présidence. Donc, je remercie la région, l'Institut de la région de ce temps d'échange. Je vais chercher à faire court parce que je suis un grand bavard, donc je vais vraiment apprécier. Hier, j'étais dans ce qu'on appelle un comité d'orientation technique et observatoire prospectif des métiers et du commerce, et dans lequel on a eu accès on nous propose d'accès à énormément de données. Et ce que vous avez pu échanger autour de cette petite table ronde me fait beaucoup bouger et me dit qu'on a beaucoup de travail à faire de notre côté. Donc ça observe les 1,7 million de salariés qui en France dans le métier du commerce, et c'est le premier secteur d'activité de la région Île-de-France en passant, parce qu'on oublie assez souvent que le commerce c'est quand même un des gros vecteurs. Deuxième point, c'est la partie citoyenne dont vous avez parlé.
et je profite de l'occasion que vous soyez présents, de ne pas oublier l'ensemble des acteurs qui produisent de la donnée. Et les organisations syndicales de salariés, les organisations sociales sont producteurs. Et j'ai bien entendu ce que vous explicitiez les uns et les autres. Et je pense que vous nous oubliez dans les échanges. Je ne reviendrai pas sur ce qui se passe dans cette institution par rapport à l'Observatoire régional de l'emploi et de la formation, maintenant qui est hébergé à l'Institut Paris Région, mais dans lequel on est absent, alors que nous sommes des grands producteurs. Moi, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans ce champ-là. Je suis extrêmement intéressé par les travaux qui sont faits ici. Et ne jamais oublier qu'on est plusieurs acteurs. Et il n'y a pas que les startups qui produisent. Il y a beaucoup plus que ça. Et d'être attentif. Et après, sur la question de la labellisation dont vous parlez, et là je reviens à ce que vous disiez la région, il y a vraiment besoin de travailler sur ce que j'appelle les contre-pouvoirs, mais mettez bien les guillemets autour de ça. Mais il y a vraiment besoin de travailler. Je pense à tout le travail qui est fait par les organisations syndicales de l'enseignement qui questionnent et qui interrogent sur ce qui est en train d'être mis en place, sur lequel il y a peu d'interrogations qui sont faites. Je pense à la question de santé qui était abordée tout à l'heure. On est bien sur les questions de la proximité, mais ça, je crois que c'est un débat que vous avez régulièrement, donc je vais pas revenir avec les organisations. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin de mettre tout ça en place. Et j'apprécie beaucoup le travail que vous faites au niveau de la région sur l'accès aux données. Donc la partie d'attaque qui est extrêmement enrichissante, que peu de gens connaissent. Et vous le mettez rarement en avant quand on va sur votre page web. L'Institut de la région, je suis en train de le découvrir parce que, de fait, vu qu'ils ont le champ de l'EFOP, maintenant je suis venu. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie pour cette initiative et je vous invite vraiment sincèrement à élargir dans le champ que je maîtrise bien à l'ensemble des acteurs. Et sur les questions de santé au travail sont stratégiques, surtout sur cette durée de vie au travail qui va augmenter. Merci de votre attention. Bon, en tout cas, merci. En tout cas, moi, je vais rebondir sur la partie open data. Je ne sais pas si Christophe Libert est là, mais en tout cas, c'est lui qui a piloté ce champ de l'open data à la région. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui, on joue ce rôle effectivement d'agrégateur de données open data à l'échelon régional. Et je crois qu'on doit avoir entre 7 ou 10 000 jeux de données qui concernent la région qui sont mis en ligne sur un espace unique. En tout cas, merci de le saluer. Et puis, sur le reste, oui, vous avez raison. Je crois qu'on a beaucoup parlé peut-être start-up, entreprise, mais je crois que Sébastien l'avait aussi indiqué sur l'aspect contribution citoyenne, et Nicolas aussi l'a indiqué, comment il a été sensibilisé par ce qu'il avait vu à Taïwan. Sur ces sujets-là, on a pas mal de choses à faire. Et c'est vrai que c'est une maîtrise qu'on apprend progressivement, qui est pas si évidente dans la façon de la construire et de l'agglomérer. Je dirais que même, on le voit à l'échelon du SDRIF, quand tu as des contributions volontaires à gérer, à agglomérer, à consolider, c'est un effort qui est assez conséquent et qui est encore un peu artisanal. Et donc, pour qu'il soit vraiment efficace, il faut l'industrialiser. C'est cette échelle-là sur laquelle on doit travailler, quoi. Moi, juste une autre petite réaction. Merci de votre interpellation. On s'occupe aussi de santé au travail. Non, j'en profite juste pour dire de manière très factuelle qu'on va, d'ici quelques semaines, je ne sais pas combien, mais pas beaucoup, mettre en ligne à l'ARS un datalogue qui est, en fait, voilà, l'idée c'est simplement d'avoir un recensement collaboratif des bases de données qui existent. Donc, c'est pas, voilà, vous avez compris le nom, hein, c'est pas autre chose que, ça participe, je pense, de cette logique, hein, de rassembler l'information qui existe. Nous, on a déjà à peu près 130 sources de données identifiées, mais notre objectif, c'est bien d'élargir. Donc voilà, s'il y a des données des jeux de données qu'on n'a pas vus encore, on est très désireux de le faire. L'objectif, il est d'abord effectivement pour des acteurs de la santé, mais comme je le disais tout à l'heure, voilà, il y a des acteurs qui sont pas en santé, mais qui voient effectivement tout le potentiel qu'on peut en donner. Et puis plus globalement, je pense que ça, à la fois peut-être qu'il y a des organisations qui pourront alimenter. C'est aussi l'occasion de vous dire que je pense qu'il y a des choses que vous pourrez y trouver. Donc c'est pas des chiffres aussi impressionnants peut-être que ceux qui ont été donnés par Bernard Giry sur ce qui est mis à disposition de la région, mais en revanche, c'est comme c'est avec un focus santé, je pense que ça a aussi un intérêt et ça montre bien qu'on est quand même dans plusieurs logiques d'initiatives qui sont complémentaires les unes avec les autres. Moi, je voulais aussi répondre. Vous soulignez effectivement donc une chose importante pour nous, c'est que l'État et la région nous ont confié cette mission d'OREF, Observatoire régional de l'emploi et de la formation, depuis juillet dernier. Et ça complète un petit peu cette gamme d'expertise de l'Institut qui est quand même très large. Et là, donc, juste un point, on parlait de données alternatives. En fait, si je veux être un peu
provocateur, je dirais qu'on, de fait, on se crée à nous-mêmes des données alternatives, au sens où l'Institut est quand même un lieu d'expertise et de données assez unique en France, parce qu'il est à l'échelle régionale et parce qu'il rassemble des expertises et des données qui, partout ailleurs, sont séparées. On est une très grosse réalité, mais qui agrège des choses qui, ailleurs, existent séparément. Dans toutes les régions, il y a, ou presque, j'imagine, il y a des observatoires régionaux de la santé, il y a des OREF, il y a des agences régionales de la biodiversité, il y a des agences régionales énergie-climat. Dans beaucoup d'endroits, il y a des agences d'urba qui sont encore à une autre maille. Et donc, on a, je dirais déjà, cette capacité d'expertise et de données qui reste en silo. Et la chance extraordinaire qu'on a à l'Institut, c'est qu'on rassemble tout ça avec des experts qui travaillent ensemble et qui sont capables de croiser les données les uns des autres. Et donc, nous, et je crois que la raison pour laquelle l'État et la région nous choisi de nous confier cette question de l'observation régionale emploi-formation, c'est qu'ils savaient qu'ici, on allait éclairer ces enjeux emploi-formation avec tout le reste, avec toute notre capacité à cartographier le territoire, notre expertise sur la question des mobilités, donc la question de comment est-ce que les personnes accèdent à l'emploi et à la formation, les questions de santé au travail, voilà. Et donc tout notre travail au quotidien, et c'est ça qui fait qu'on est tellement attaché à cette maison de l'Institut, c'est que c'est un endroit assez unique par sa maille régionale et par sa capacité à croiser les expertises et à croiser les données. Et ça, je pense que c'est l'enjeu qu'on a avec mon équipe, c'est de passer de l'exception à la référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours obligé d'expliquer que l'Institut, c'est une agence d'urba, mais pas seulement, etc. Et voilà. Et je pense que, en fait, c'est pas juste une question d'ego. Enfin, c'est pas une question d'ego, c'est une question que cet objet très particulier qui est né de circonstances de l'histoire, en fait, aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même, c'est ça qu'il nous faudrait partout, dans cette capacité à vraiment croiser l'expertise et à créer des lieux de confiance. On parlait de cette question de la confiance. Nous, on est évidemment ici dans un lien très étroit avec la région, qui est notre principal financeur, qui est le principal acteur public qu'on accompagne. Mais en même temps, dans notre gouvernance, on a la métropole du Grand Paris, quasiment tous les départements franciliens, les intercos, une vingtaine d'acteurs publics franciliens. Et ici, c'est leur maison et ils sont en confiance pour partager les données, y compris pour former des consortiums sur la mobilité, tel que celui que j'ai évoqué. Donc voilà. Donc en tout cas, pour nous, c'est vraiment important d'avoir cette nouvelle compétence emploi-formation. Et nous, ce qu'on fait autour de chacune de ces expertises, c'est qu'on rassemble justement des communautés, acteurs publics, acteurs privés, sociétés civiles. Et c'est ce qu'on fait sur la biodiversité, c'est ce qu'on fait sur l'énergie-climat, ce qu'on fait sur les déchets, et c'est ce qu'on va faire aussi sur l'emploi et la formation. Évidemment, du coup, on est au CREFOP et on participe activement aux travaux. Et on essaye, c'est ce qu'on fait déjà, mais j'essaye d'aller plus loin, d'être vraiment un lieu ouvert et nous-mêmes un lieu horizontal où on travaille à rassembler les expertises et à rassembler les données. Oui, bonjour, Pierre Lollier, je suis le secrétaire général du Conseil national de l'information géolocalisée, le CNIG. Alors déjà, merci beaucoup pour cette table ronde. Alors, c'était des propos tout à fait inspirants et éclairants. Et vous avez beaucoup parlé, en fait, d'avoir vous venez de le redire à l'instant d'ailleurs, d'avoir des lieux de confiance, mais aussi des lieux d'échange entre les différents acteurs. Et donc, je voulais simplement signaler que le CNIG est un de ces lieux. C'est-à-dire que on a mis en place, enfin, le CNIG est une institution qui est déjà assez ancienne, mais qui a été renouvelée récemment avec un nouveau président, M. Bertrand Montubert, et avec la volonté, justement, de jouer un rôle beaucoup plus important, justement, dans ce dialogue entre les différents acteurs et les différentes communautés. Et je rebondis sur l'exemple des régions. Comment faire en sorte que, en disant que les régions sont l'échelon pertinent. On est convaincu aussi au CNIG que c'est effectivement le bon échelon d'articulation. Et vous avez parlé d'articulation. L'exemple des bases d'occupation du sol, c'est un sujet qu'on traite au CNIG actuellement. Et la région et l'Institut Paris Région sont présents dans nos discussions. Et puis, je rebondirai aussi sur l'exemple sur les données santé-environnement.
C'est aussi un groupe de travail qu'on est en train de mettre en place au CNIJ, au sein du CNIJ. Donc vous êtes bien entendu la bienvenue pour y participer. Et justement avec cet objectif de dire comment est-ce qu'on met en relation des acteurs de la santé qui ne sont pas forcément en connexion avec les acteurs de l'environnement et qui au sein de ce CNIJ, permettront justement de mettre en place des collaborations, des standards de données et des méthodes de diffusion des données. Voilà, je vous remercie. Juste, merci beaucoup. À titre personnel, ayant dû être, comme nous tous, beaucoup d'entre nous, je pense, complets autodidactes sur la donnée, Bertrand Montubert a été parmi les gens que j'ai interrogés le plus tôt, qui m'ont fait comprendre des choses très importantes. Et ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est cette question de l'information géographique. C'est-à-dire que je parlais de cette question emploi-formation et la manière dont les acteurs, les décideurs publics ressentaient le besoin de territorialiser l'analyse. On est aujourd'hui dans un monde où on a besoin de savoir où ça se passe. Voilà. Et on sort d'un exercice, on y est encore un petit peu, mais bon, la première étape a été franchie, de planification régionale du SDRIF en Ile-de-France. Je prends l'habitude de dire, puisqu'il faut faire le service après-vente de la com, c'est normal, c'est nous qui avons fait de la planification écologique. Parce qu'en fait, la question de la planification écologique, c'est celle du choix. Et on est obligé de faire un choix que quand on se demande ce qu'on va faire d'un espace. Voilà. Donc dans un endroit, est-ce qu'on fait de l'énergie renouvelable? Est-ce qu'on construit un logement? Est-ce qu'on fait une zone d'activité économique? Est-ce qu'on la laisse à la biodiversité? Quand on parle de l'information, quand on parle d'aménager un sol, il faut qu'on fasse un choix. Et donc aujourd'hui, tout du fait notamment de cette crise, on a deux grandes transformations. On a une grande transformation numérique dont on vient de parler, qui est une transformation anthropologique, et on a cette crise environnementale qui nous ramène au sol. Pardon de faire un peu du Bruno Latour, mais c'est ça. Et donc, on a tous besoin maintenant de savoir où ça se passe si on veut faire des politiques publiques. Donc, c'est pas par hasard, je dirais, que la question de l'information géographique, on voit bien qu'elle est devenue centrale. Pardon de parler à la place de Sébastien, mais on voit que dans le parcours personnel de Sébastien Soriano, on passe de la question de comment est-ce qu'on passe de l'État en mode start-up et on finit à l'IGN. Je pense pas qu'il y a 5 ans, quand Sébastien a commencé à réfléchir sur la question de la transformation de l'action publique, mais voilà, c'est pas par hasard aujourd'hui que quelqu'un comme Sébastien Soriano, qui a une vision d'ensemble de la manière dont doit fonctionner l'État demain, a pris une responsabilité sur l'information géographique nationale. Non, une question. Oui, il reste le temps pour une question. Moi, c'est juste une question à vous, madame. Dans le secteur de la santé, il y a des initiatives. Il y a des initiatives qui se. Vous êtes madame? C'est juste pour qu'on sache qui nous parle. Pardon. Donc, Laurence Dubrovin, je suis de la région Île-de-France, au pôle de transformation numérique. Il y a des initiatives qui se dessinent, qui vont se concrétiser ce mois-ci autour du Data Governance Act, qui vise à mettre des tiers de confiance entre, d'un côté, les producteurs de données pour fiabiliser la source de la donnée et de l'autre, les consommateurs de données pour sécuriser l'usage qui est fait de la donnée. Et est-ce que dans le secteur de la santé, c'est des initiatives dans lesquelles vous êtes fortement impliqués, puisqu'on est typiquement sur des données sensibles, personnelles, voilà. Comme dirait l'autre, vaste programme. Excusez-moi de le faire comme ça. Donc vous avez, j'ai le sujet, la réponse de comment on va le faire. Je l'ai pas encore tout à fait pour dire les choses. C'est vrai que c'est pas l'angle que j'avais choisi tout à l'heure parce que c'est celui que je trouvais le plus classique, on va dire. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas hyper présent, hein, ça c'est sûr. De regarder comment on assure et on donne confiance sur la protection des données personnelles. Et c'est d'ailleurs une initiative hyper forte au niveau européen. Alors que je pense qu'on a presque plus de sceptiques que dans d'autres zones géographiques du monde sur l'usage qui est fait de nos données de santé. Donc c'est quand même ce paradoxe-là. Donc il y a un premier niveau d'analyse, je dirais quand même, qui est assez politique, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on a des décideurs qui entendent quelque part la demande sociale de garantie absolue qu'il faut donner sur la data en général, mais notamment sur la data en santé.
Et en fait, ce doute un peu permanent, quoi, qui continue à être entretenu. Donc, je ne réponds pas complètement à votre question, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on regarde comment ça se traduit. Mais moi, j'ai une conviction très forte qui est que ce n'est pas qu'un sujet juridique. Même pas d'abord un sujet juridique, même si, évidemment, il faut le faire. Si j'osais, moi aussi, je parlerais de mes fonctions un peu passées d'avant, parce que je n'ai pas fait que de la santé dans la vie. Et pour faire un peu de provocation, puisqu'on est là en mode débat, c'est en fait le coût public de nos systèmes de protection de données. Je ne sais pas si tout le monde le mesure, y compris pour, je ne vais pas prendre trop d'exemples, mais donc j'étais directrice du budget avant, c'est pour ça que je suis quand même un peu sensibilisée au sujet. Comprendre que quand on a une décision d'automatisation d'un certain de données, de croisement de données publiques pour améliorer des prestations, un service au public, notre système, je mets pas en cause personne, hein, mais nos constructions juridiques, en fait, impliquent des duplications de base, des tiers de confiance. Bon, on le fait, je vous rassure de ce point de vue, hein, mais à quel moment on a la boucle de rétroaction sur, en fait, est-ce que c'est ça qui garantit ce qui doit absolument être garanti, hein, pas mécomprise, qu'on n'a pas d'utilisation détournée des données personnelles. Et voilà, donc c'est ma non-réponse à la question, parce qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est de vérifier comment, dans la mise en œuvre, en fait, on ne va pas perdre de vue la raison des règles et l'objectif de ces actes politiques au bon sens du terme, noble. Parce qu'effectivement, comme je crois Nicolas l'a dit tout à l'heure, l'accès aux données en général, et alors aux données de santé en plus, n'est pas toujours chose aisée. Mais je vois que Bernard veut rebondir. Non, juste peut-être pour conclure, parce que finalement, je reprends le débat, effectivement, il n'est peut-être pas que juridique, un problème de confiance ou de débat. Et on voit que le Conseil national du numérique, c'était Gilles Babinet qui a fait une tribune récemment en disant qu'il faut multiplier les lieux de débat partout, dans les cafés, parler de la donnée, de l'intelligence artificielle. Donc on essaye de faire ça modestement aujourd'hui ici, c'est pour conclure, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu démocratique de débat autour de ces questions et de multiplier ces lieux. Et donc voilà, on y a essayé ce matin. Merci. Merci beaucoup pour vos témoignages inspirants, en effet. Et cette dernière question est une très bonne transition pour la prochaine présentation sur justement donc Laurie Goblet à 11h15 nous accueillera Jacques Priol et Thomas Menant pour nous éclairer sur qu'est-ce qui se passe au niveau européen, justement cette convergence et les nouveaux règlements européens, qu'est-ce qu'ils vont impliquer pour nous, territoire national. Voilà. Donc on se retrouve ici à 11h15, vous avez une petite pause.